Au programme de ce numéro de Toute une histoire, Je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Je suis atteinte de rétinite pigmentaire. À l'âge de 4 ans, je suis passé sous une tondeuse autoportée, donc j'ai perdu la main droite. En même temps, ça a amoché ma jambe droite. Charlotte, Émilie et Fabrice sont des pionniers. Je me suis fait implanter un œil bionique. On m'a implanté des électrodes dans la partie profonde du cerveau et une pile au niveau de la poitrine. Puis il y a 2 ans, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui arrivait à faire ses lacets avec cette prothèse-là. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment. C'est assez étonnant. Ils incarnent les femmes et les hommes de demain. Il faut aussi que ça serve à améliorer d'une certaine façon l'humain à qui il manque certaines choses. C'est quelque chose qui va être accessible à tous les malades dans les années qui viennent. Alors, jusqu'où la technologie pourra-t-elle nous emmener? Ce que je trouve incroyable, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, il va y avoir de la jalousie. On va envier des personnes handicapées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Les invités que je reçois cet après-midi ont un petit quelque chose en plus qui a changé leur vie. Charlotte, Fabrice et Émilie ont fait confiance aux derniers progrès de la science pour réparer leur corps. Charlotte, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mère de 3 enfants et vous venez de subir une opération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette intervention ? Oui, bonjour. Donc effectivement, j'ai été opérée le 3 novembre dernier. Je me suis fait implanter un œil bionique sur l'œil droit dans l'espoir de pouvoir retrouver une forme de vue après une rééducation qui durera plusieurs mois. Vous avez perdu la vue il y a combien de temps ? Une dizaine d'années, vers 20 ans. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez bénéficié d'une technologie de pointe. Pour quelle raison ? Je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Qui se traduit par quoi ? Des tics. Donc, qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a implanté des électrodes dans la partie profonde du cerveau et une pile au niveau de la poitrine, qui sont reliées par des câbles. Ce qui vous permet de maîtriser vos tics ? Oui. Vous en avez encore ? Quelques-uns. Mais la vie est plus facile aujourd'hui. Oui. Et puis Fabrice est avec nous également. Alors Fabrice, c'est un peu plus évident parce que ça se voit. Vous avez, bénéficié d'une prothèse. Tout à l'heure, je vous ai serré la main. C'est assez étonnant. On a tous en tête l'homme bio-ionique qui valait 3 milliards. Vous avez tous regardé ce feuilleton. Est-ce que vous avez l'impression d'incarner l'homme ou la femme de demain ? Oh, d'une certaine façon, oui. En fait, je pense qu'on est témoin des progrès de la technologie. Ouais. Et le but du jeu en technologie et en sciences médicales, j'espère que je ne serai pas contredit par les personnes derrière, il faut aussi que ça serve à améliorer d'une certaine façon l'humain à qui il manque certaines choses, que ce soit pour la vision, pour le syndrome de Tourette ou pour défaut de main droite dans mon cas. En tout cas, vous êtes des pionniers et des pionnières, ça on peut le dire. 2 experts face à vous. Bonjour messieurs. Samuel Mergui, notre psychologue. Nous verrons s'il est facile d'intégrer ces nouvelles technologies dans notre corps et dans nos vies. Et puis à vos côtés, Laurent Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chirurgien et spécialiste des nouvelles technologies. Cet après-midi, vous allez décrypter pour nous ces innovations révolutionnaires au service de l'homme. On va commencer à entrer un peu plus en détail dans l'histoire de Charlotte. Je m'installe à votre gauche. Vous êtes donc atteinte de rétinite pigmentaire. C'est une maladie génétique de l'œil qui détruit progressivement les cellules de la rétine. Quels ont été les premiers symptômes de cette maladie ? Perte de vision nocturne. Ensuite, j'avais la vision qui changeait assez régulièrement. J'ai aussi progressivement commencé à perdre la vision centrale.
Le diagnostic a été posé à quel moment? Vous aviez quel âge? 10-11 ans. Donc, à cet âge-là, vous avez appris que vous étiez condamné à devenir aveugle un jour. C'est ça. Ouais. Alors, c'est une maladie dont on parle beaucoup au moment du Téléthon, parce qu'il y a des recherches là-dessus très précises de thérapie génique, par exemple. Certains peuvent en bénéficier, d'autres non. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Pas du tout. On a finalement deux façons de réparer la rétine. Soit on met une prothèse électronique, il y en a plusieurs types, dont celle dont est équipée cette jeune fille, soit on passe par la biologie, la thérapie génique et les cellules souches. Ouais. Mais aujourd'hui, la thérapie génique et les cellules souches dans la rétine, c'est pas encore au point, ça va être au point dans quelques années. Donc la meilleure solution aujourd'hui, ce sont ces prothèses bioniques qui donnent une vision qui n'est pas du tout la vision que nous avons les uns et les autres. Ça donne quelques centaines de points lumineux aujourd'hui, mais cette technologie va s'améliorer progressivement et on espère qu'à l'horizon 2025-2030, avec ce type de prothèse, on puisse avoir la vision de quelqu'un qui a 4/10 de vue. Ce qui est pas mal, c'est ce qu'a un myope quand il n'a pas ses lunettes. Bien sûr, ce qui serait déjà extraordinaire. À partir de quel moment votre vie a-t-elle commencé à se compliquer? Vers 14-15 ans à peu près. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Au niveau de... j'étais scolarisée dans le milieu tout à fait ordinaire, en intégration. Et ma vue baissant, j'arrivais plus déjà à lire au tableau. Quand les professeurs écrivaient, ou sinon à lire sur les copies qu'ils nous donnent. Donc ça a commencé à être compliqué et handicapant dans la mesure où les professeurs prenaient pas forcément le temps d'aller faire des photocopies en agrandi. Tout le monde était au courant dans votre entourage, vos copains, les professeurs? Comment vous en parliez, les professeurs, oui. Après, non, j'en parlais pas forcément. Mais bon, je pense que sûrement les élèves devaient s'en rendre compte parce que j'avais les photocopies en agrandi. Quand vous avez commencé à rencontrer des difficultés plus importantes, vos parents ont pris une décision. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Donc, ils ont décidé de m'inscrire à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse. Donc c'est un centre spécialisé pour déficients visuels dans le but que j'apprenne le braille. Ouais. Pour anticiper la cécité. Vous savez, la rétine pigmentaire, on ne sait jamais trop quand on va perdre la vue. Et j'ai aussi fait de la locomotion. J'ai commencé à construire ma vie là-bas. Votre maman est installée dans le public aujourd'hui. Je vais lui demander de nous rejoindre. Martine. Bonjour. Installez-vous. Martine, j'imagine que pour une maman, ça doit être terrible d'apprendre un jour que sa fille perdra la vue à cause d'une maladie génétique. Tout à fait. Dans la mesure où dans la famille, aussi bien du côté paternel que maternel, aussi loin qu'on a pu remonter, personne n'avait eu ce gène. Mais bon, je l'ai mal vécu, c'est vrai que on fait un enfant, on se dit pas, même si c'est pas pour le garder, on espère qu'il a une vie agréable et voilà. Mais bon, Charlotte se défend très bien. Et... j'espère qu'elle aura une vie agréable, qu'elle en a déjà eu une agréable. Alors, le moment où vous avez dû la placer dans ce centre spécialisé, ça a dû être difficile. Oui, parce qu'elle habite en Bordeaux, Toulouse. Bon, c'est vrai que c'est... Du coup, nous ne vivons plus ensemble depuis quelques années, parce qu'elle a fait sa vie... Elle avait quel âge, Charlotte, à ce moment-là? 15 ans, j'allais avoir 15 ans. 15 ans. J'étais contente, moi, de partir. Oui, c'était super. Moi, non, parce que du coup, il y a toute une partie de sa vie que je ne connais pas et qu'elle a été élevée par d'autres... Pas élevée façon de parler, mais on se voyait régulièrement. Mais bon, tu as fait ta vie à Toulouse. Oui. La réaction des parents quand un diagnostic de ce type tombe, Oui, la réaction des parents, les parents font comme ils peuvent. Effectivement, il n'y a pas de recette miracle, d'attitude idéale. Il y a ce deuil, effectivement, à faire pour l'enfant, mais finalement pour le parent aussi, avec les mêmes étapes peut-être, parce qu'on va être affecté. Donc ça veut dire on ne peut pas faire le deuil à la place de l'enfant, donc on ne peut pas être tout puissant. Il faut être patient. On peut essayer d'être soutenant sans être intrusif, alors que soi-même, on est affecté.
affecté, donc c'est très difficile. Il est conseillable de ne pas montrer le fait qu'on soit affecté, d'insuffler une énergie, un espoir. On fait ce qu'on peut, je crois vraiment, voilà. Je crois qu'on fait comme on peut, parce qu'on est aussi affecté soi-même et qu'on ne peut pas être juste comme ça spectateur, quoi. Non, puis après, bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit dans cette institution, c'était réconfortant pour nous parents de voir qu'elle elle pouvait assurer son avenir. C'était le but aussi de pouvoir dire qu'elle se débrouillerait, parce que bon, on n'est pas là non plus pour les assister. Donc elle apprenait à gérer ses déplacements, la lecture, enfin bon, le travail et tout. Et elle s'en est très bien sortie. Émilie, vous souffrez du syndrome Gilles de la Tourette. Vous avez subi une opération il y a 3 ans maintenant. Avant cette opération, à quoi ressemblait votre quotidien? Difficile. J'avais des tics tout le temps. J'aurais pas pu avoir une conversation sans avoir de nombreux tics. Et maintenant, ça va mieux. Donc, quel genre de tics? Moi, j'avais clignement des yeux, je haussais les épaules, je pouvais me gratter la gorge. Enfin, j'avais plusieurs... C'était jamais les mêmes. Et vous avez tous ces tics depuis toute petite? Oui. Ça s'aggrave au fil du temps? C'était jamais les mêmes et c'était jamais les... Soit c'est plus fort, soit c'est moins fort, c'est jamais la même fréquence. Est-ce que ça dépend de la situation émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez? C'est-à-dire que plus vous êtes stressé, plus les tics s'intensifient? Quand je suis fatiguée, énervée, stressée, émue, j'ai plus de tics. Et quand vous êtes au repos et calme? Moins de tics. Moins de tics, mais il y en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais très rares. Donc dans votre cas, la décision s'est imposée? Comment on vous l'a proposée? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai des amis qui ont vu une émission où ils parlaient de cette opération-là et j'ai fait les démarches après pour pouvoir la faire. Et ça a mis 1 an à ce que ça se concrétise. Et après... C'est une opération qui se pratique couramment maintenant? Oui, alors on est encore au début de la technologie. La première implantation, elle date de 1999. On estime dans le monde qu'il y a moins de 1000 malades qui ont été opérés à ce stade. Donc c'est une opération qui n'est pas très très compliquée, mais sur laquelle on n'a que 15 ans de recul. C'est-à-dire que ça consiste à mettre des petites électrodes dans des noyaux gris de neurones qui sont à l'intérieur du cerveau et qui sont responsables des mouvements anormaux. Et ça a un effet qui est assez spectaculaire. Les malades sont très très améliorés, les tics ne disparaissent pas complètement, on peut voir qu'il en reste un petit peu chez cette patiente, mais globalement ça permet d'avoir une vie normale, alors que beaucoup de gens atteints du syndrome de Gilles de la Tourette vivent un enfer. Il faut voir qu'à côté des tics moteurs, il y a aussi des tics verbaux. C'est-à-dire une bonne partie des malades prononcent des phrases indécentes, très souvent à connotation sexuelle, en étant totalement involontaires à longueur de journée. Donc ils ont beaucoup de mal à avoir une vie sociale, ils ont beaucoup de mal à pouvoir travailler, parce que ces tics, et notamment les insultes qu'ils prononcent sans en être volontaires, minent leur vie sociale. Donc ce sont des techniques qui ont rendu le bonheur et une vie acceptable et tout à fait bonne à des gens qui vivaient vraiment une situation très 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 difficile avant ce type de traitement. Ça vous arrivait, vous, Émilie, de prononcer des phrases que vous ne maîtrisiez pas? Non, juste une fois parce que ma pile s'est arrêtée et là je contrôlais plus rien. Ouais. Donc je disais des mots que je disais pas habituellement et après j'ai été réopérée, mais c'était... Pourquoi ce sont forcément des insultes qui sortent? Bonne question. C'est une maladie qu'on ne comprend pas très bien. On sait quels sont les neurones qui sont responsables et les noyaux qu'il faut bloquer avec les électrodes, mais on ne connaît pas très bien la cause. Il y a une participation génétique très importante, mais on n'a pas encore retrouvé les variations génétiques qui en sont responsables. On a cru il y a quelques années qu'on avait trouvé, mais finalement, ça n'a pas été confirmé par les études ultérieures. Donc aujourd'hui, on a encore une vision qui est très parcellaire de cette maladie. Mais on commence à savoir la traiter avec une certaine efficacité, avec ces nouvelles thérapeutiques qui sont bien plus efficaces que les médicaments qu'on utilisait jusqu'alors et qui ont des gros effets secondaires puisque ce sont principalement les neuroleptiques qu'on donne d'habitude chez les schizophrènes. L'opération, ça consiste à bloquer certains neurones. C'est à chaque fois différent selon les patients, selon les tics développés par les patients, ou c'est toujours les mêmes systèmes? Le réglage des impulsions
dépend du malade, est personnalisé en fonction du malade, parce que le médecin a accès à un petit boîtier de commande et peut modifier le réglage des impulsions, la durée des impulsions, la fréquence des impulsions. Mais c'est toujours dans la même zone. Ces deux zones du cerveau qu'on appelle le thalamus et le pallidum, que l'on cherche à moduler, à réguler, et ça, selon les malades, on choisit un des deux noyaux, parfois les deux noyaux. Cela dépend des indications, mais là c'est extrêmement spécialisé et c'est difficile à résumer en Pourquoi il y a quelques mots. si peu de gens opérés? C'est une technologie qui est encore récente. Avant de généraliser une technologie, surtout chez des gens jeunes, on attend d'avoir du recul, donc on fait attention, on choisit les bonnes indications. Le malade le plus ancien est de 99, donc on a 15-16 ans de recul. On n'a pas 50 ans de recul. Donc on y va doucement. On est rassuré aujourd'hui parce que finalement les électrodes sont bien supportées et il est très probable qu'on va augmenter fortement le nombre de malades à qui on propose cette intervention dans les années et les décennies qui viennent. On est opéré pour la vie ou il faut renouveler les... Alors avant, on renouvelait le boîtier parce qu'il y avait des piles dans le boîtier, donc il fallait changer les piles tous les 4 à 5 ans. Aujourd'hui, et c'est le cas de cette patiente, on a la possibilité d'avoir, comme le chargement des montres, un chargement à distance, par induction, par effet Tesla. Et donc on met une petite ceinture qui va recharger la pile sans qu'on ait besoin d'ouvrir pour changer la pile tous les 4 ans, ce qui n'est pas très rigolo. Ce qui limite les risques d'infection. Alors, Charlotte et Émilie ont souffert du regard des autres sur leur maladie. Vous, au même âge, Fabrice, vous étiez privé de votre main droite. Qu'est-ce qui vous est arrivé d'ailleurs? Un accident de la vie, on va dire. Je suis passé sous une tondeuse autoportée. En fait, je courais devant, j'ai trébuché. La personne qui conduisait n'a pas vu. Enfin, c'est vraiment la seconde inattention. Et donc, ma main droite, enfin, jusqu'à la section de l'avant-bras droit, la moitié de l'avant-bras droit, pardon, donc est partie. Et en même temps, la lame est passée en travers de mon genou. Et alors, j'ai une vie assez sympa parce que j'ai dû être opéré à peu près 10 ou 12 fois sur la jambe droite parce que j'ai des problèmes de croissance, en fait, au fur et à mesure. Donc, on m'a mis un fixateur d'Elisarov. On a régulé les angles au niveau du fémur, du tibia, etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la partie apparente là, mais il y a aussi la partie intérieure où j'ai du titane un peu de partout. Enfin, bon, c'est... Voilà, j'aime bien. Et je sonne aux aéroports. C'est juste pour près. Et vous marchez normalement ou vous oui, je marche tout à fait normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est justement, ça a été tout le défi, en fait, par rapport à mes différents chirurgiens, c'est que je puisse avoir 2 jambes complètement valides. Parce que je me serais retrouvé, en plus, avec une seule main en fauteuil roulant. Je vous raconte pas, ça aurait été rigolo que je tourne tout le temps dans le même sens, en fait, en essayant d'avancer. Je vois que vous avez le sens de l'humour, quand même. Mais c'est comme ce que disait Charlotte. Finalement, on a une vie, il faut savoir en profiter, il faut savoir pouvoir pallier à ces handicaps. Et c'est pas parce qu'on a un handicap que forcément la vie va être moins bonne. Et donc, moi, j'ai une enfance après cet accident. J'ai des frères et sœurs. On a tous été éduqués de la même façon. Quand mes parents se sont renseignés sur les instituts spécialisés à l'époque, c'était à la fin des années 70, le côté un peu fenêtre avec grillage, etc., ça les a un peu inquiétés. Donc ils m'ont mis à l'école comme tous les autres. J'ai fait du sport comme tous les autres. Alors c'était pas forcément plus facile, mais au moins j'avais une sorte d'intégration à l'école primaire, au collège et au lycée qui était très agréable. Donc voilà. Donc, vous avez finalement décidé d'avoir recours à cette prothèse. Vous dormez avec? Non, je peux l'enlever quand je veux. En fait, là, je ne vais pas le faire maintenant parce qu'il y a des personnes qui pourraient s'évanouir. Mais en fait, donc la prothèse arrive, mon avant-bras droit est jusque là, on va dire. Et en fait, c'est juste un système de ventouse où j'appuie sur la valve là et ça me permet de l'enlever. Vous l'enlevez tous les soirs? Je l'enlève tous les soirs et puis une demi-heure dans la journée, histoire de reposer un peu les muscles, les articulations, etc. Pourquoi on me dit que vous l'enlevez le samedi alors? Ah ben je l'enlève aussi le samedi parce que je me donne un jour de repos. J'ai le droit quand même. Le samedi, c'est sans prothèse? C'est sans prothèse, ouais. En fait, quand j'ai eu la prothèse au tout début, j'ai eu un peu l'effet le gamin qui a son nouveau jouet. Et donc, je l'ai utilisé tout le temps, à tel point que j'utilisais plus la main droite que la main gauche. Donc, au bout d'un moment, au niveau cognitif, ça commence à poser des petits problèmes. Alors, pourquoi expliquez-nous pourquoi c'est fatigant. Ça sollicite quoi? Ça implique quoi pour que cette prothèse réponde aux ordres que vous lui donnez? Je dirais que ça implique au moins 2 choses. D'abord, c'est un système musculaire qui est fonctionnel au niveau de mon avant-bras.
et en même temps un système cognitif qui soit capable de comprendre que les muscles qu'on va actionner vont pouvoir soit ouvrir, soit fermer la main. C'est-à-dire, par exemple, pour ouvrir, vous sélectionnez C'est quel un peu muscle? comme ça. C'est-à-dire que si je plie le poing, ça va ouvrir. En imaginant que je plie le poing, en fait, comme si j'avais une main droite, ça va fermer quand je plie. Et quand je vais ouvrir, ça va ouvrir la main. C'est-à-dire que les muscles... Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez isolé tous les mouvements de tous les muscles. C'est un pour peu savoir quels sont les muscles qui travaillent pour faire replier le poing. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, parce que comme je n'ai pas eu de main droite pendant 36 ans, il a fallu que mon cerveau se réveille par rapport à ces muscles. Donc j'ai eu de la rééducation analytique avec mon kiné, donc avec des exercices, avec de l'électrostimulation. Il y a même des moments où on y allait un peu trop fort. Je ressortais de chez le kiné, j'avais des tremblements comme ça. Enfin bon, mais il y avait tout un but de réapprentissage et d'apprentissage en même temps. C'est-à-dire que j'utilisais des zones qui avaient été complètement éteintes dans mon cerveau. Et à force de travail et d'utilisation, ça revient. Et puis les jours, semaines, mois à utiliser la prothèse, forcément ça s'affine, forcément c'est mieux. C'est un peu comme quand on fait du vélo, on a les roulettes au départ, puis après on n'en a plus qu'une, puis après on n'en a plus du tout, puis après on a un plus grand vélo, après on a des plateaux, des pignons, etc. Et alors le samedi, vous faites quoi, le jour de repos? Je dors. Je dors, non, je me repose, je fais un peu des exercices d'assouplissement parce que ça sollicite énormément les muscles et pas que ceux de l'avant-bras, aussi biceps, triceps, de l'épaule, des lombaires, des dorsales. Vous avez eu des etc. courbatures quand vous travailliez pour faire fonctionner la Alors j'ai eu des prothèse? courbatures et puis surtout des crampes. Et le problème des crampes, c'est que quand elles s'installent, il n'y a plus rien qui marche. Donc le muscle est complètement contracté et là on ne peut plus rien faire. Et ça m'est déjà arrivé, je veux dire, d'avoir des crampes à certains moments où je serrais la main de quelqu'un et puis qu'on se dit, bah, tiens, je vais réouvrir et puis on se retrouve comme deux guignols pendant 1 minute. Comme ça, en se disant, bon, alors on va être... en fait, bon, il y a juste un truc que je ne savais pas, mais il y a juste à éteindre, allumer, et ça réouvre la main automatiquement. Enfin, bon, il y a toute une procédure. Éteindre, rallumer quoi, la prothèse? Oui, ici, j'ai des petits interrupteurs. En fait, là, elle est éteinte complètement. Ouais. Donc, quand je l'allume, en fait, elle va faire une sorte de check-up pour dire est-ce que je peux aller jusqu'à fond. Après, ça a marché. Je vais avoir différents modes de préhension, en fait, par rapport à la prothèse. Et là, je suis en apprentissage sur une autre partie de la prothèse. Ça, c'est le petit truc en plus que vous, être humain, ne pouvez pas faire pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une pronosupination qui est intégrée. Ça veut dire quoi? Ça fait rêver. On vous laisse imaginer les utilisations. C'est trop bien. Et donc, en fait, normalement, je devrais être capable d'ici quelques mois de pouvoir intégrer et la pronosupination et l'utilisation de la main. Mais ça prend du temps, c'est normal. Et alors, vous allez faire quoi avec ça? Vous avez réfléchi à l'utilisation que vous allez en oui, faire? notamment, alors, pour donner un exemple, imaginons que j'ouvre une porte. Si ma main est comme ça avec la poignée et comme ça ne va pas marcher. Donc avec la pronosupination, hop, je l'ai fait dans le mauvais sens, je vais me retrouver comme ça et donc je vais pouvoir avoir ce mouvement en fait sur la poignée, etc., etc. Ne serait-ce que, je sais pas moi, bon, un exemple un peu bête, mais se servir une bière avec une bouteille, je vais pouvoir incliner comme il faut et pouvoir avoir les mouvements idoines, on va dire, pour pouvoir remplir au mieux une bière dans un verre à bière. Elle est très bien cette photo. Et voilà. Quoi? Vous arrivez à boire? Alors, pas encore, parce que ça, c'est plus un problème physique. Pour le moment, l'avant-bras qu'on a fait, c'est encore des matériaux qu'on utilise dans la vie de tous les jours dans les centres orthopédiques. J'ai un problème de flexion, en fait. J'ai une sorte de repli de peau et de muscles qui se fait au niveau de l'articulation du coude. Et en fait, ils ont fait, là, il y a quelques mois, j'étais au Salon international des orthopédistes à Lyon. Ils ont fait des systèmes de prothèses maintenant où on a une partie rigide et après une partie souple qui enveloppe complètement jusqu'à mi-bras. Et donc, on n'a plus ce problème, en fait, de pression au niveau de l'articulation. Ça ne cesse de s'améliorer. Ah ben c'est parti pour durer, je pense que... On va demander à Laurent Alexandre. Vous l'avez depuis combien de temps, la prothèse? 18 mois. Et alors, il paraît que vous ne savez faire vos lacets que depuis quelques temps. Oui. On peut avoir une petite démonstration? Oh là. Attendez. Si je défais le lacet, par exemple. Plutôt le gauche, alors on va dire. Plutôt le gauche. Alors, je défais le lacet, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de défaire le lacet comme ça. Je n'avais pas dit qu'il se passe des choses, c'est quand même... donc en fait, c'est pas très compliqué. Donc il y a une position en fait où je vais avoir une préhension qui va être plus facile. Oups, comme ça. D'accord? Et en fait, je vais juste avoir à refaire la boucle.
Ça, c'est vous qui avez trouvé tout seul ou on vous a inculqué ce geste? En fait, alors moi j'avais une technique pour faire les lacets, mais que d'une main avant, qui était un peu compliquée parce qu'il fallait que je m'utilise de l'autre pied, que j'utilise l'autre pied. Et quand j'ai vu la première vidéo, c'est ce qui fait que j'ai cette prothèse. Il y a une vidéo de quelqu'un qui fait ses lacets avec ça. En fait, quand j'ai vu la vidéo, je pense que j'ai dû la revoir sur les 18 derniers mois à peu près une fois par semaine, pour retrouver les bons réflexes, etc. Et puis presque à redemander à des amis qui, eux, ont demain de leur demander mais comment tu fais tes lacets, machin, etc. Et de revoir les mouvements. Il faut un peu de curiosité. Vous avez un voyant qui s'allume quand vous faites un échec, non? Non, ça c'est un bracelet à la con qui fait de la lumière quand on a un choc. C'est juste pour le petit gag, parce que j'aime bien rire. Voilà. J'ai rien compris en fait. C'est rien en fait, ça fait absolument rien. C'est juste en cas de choc. Ça s'allume, c'est tout. C'est sympa. Et ça fait pas une petite sirène, il n'y a pas d'autres... Ah d'accord, voilà. Non, ça fait pas une petite sirène. Oui, pardon, je suis désolée. Il a fait ça. Il a une petite lumière. Alors, comment ça marche ces prothèses assez spectaculaires? C'est un miracle de technologie. Ça mélange de la robotique, bien sûr, parce qu'on a une main articulée, de l'électronique, parce qu'il faut brancher les capteurs sur les muscles de manière à ce que la prothèse réponde à la force qui est exercée par le muscle et qui va déterminer le moment où la prothèse va s'ouvrir. Et puis, bien sûr, il y a de l'informatique dedans, parce qu'il faut de une puissance informatique forte pour intégrer le message et le transformer en une action du bras robotisé. Mais l'informatique et l'électronique ont fait des progrès extraordinaires. Les microprocesseurs, les circuits intégrés aujourd'hui, ils font 1000 milliards d'opérations à la seconde. 1000 milliards d'opérations à la seconde. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc ça permet de développer des applications robotiques en médecine, mais aussi dans d'autres secteurs, comme les voitures qui se conduisent toutes seules, et ça ne va pas s'arrêter. On voit l'avant-bras et la main, mais en fait, au départ, à part les capteurs, tout est contenu là-dedans. Donc il y a le circuit informatique, la programmation, les moteurs, tout quoi. Donc, Vous êtes fier de votre prothèse? Oui, je suis fier de ma prothèse. Je suis fier de pouvoir faire des choses en plus. Et des choses que je ne pouvais pas faire, comme faire mes lacets par exemple. Est-ce que ça vous a donné un autre statut? Parce que comme les personnes non-voyantes qui ont un chien ou les personnes handicapées qui ont un chien, le lien social s'établit parfois par l'intermédiaire du chien. Est-ce que la prothèse ajoute du lien social, intéresse Est-ce que vous sentez une différence par rapport à avant? Forcément, alors il y a une différence sur le progrès technologique, on va dire, et puis sur le fait que les gens soient quand même bluffés, ne serait-ce que quand je vous ai serré la main tout à l'heure, vous êtes restés quand même assez impressionnés parce que ça l'est de base. Donc après, il y a beaucoup de questionnements, il y a comment ça marche, comment c'est... En d'autres termes, entre nous, ça restera entre nous, est-ce que vous servez de votre prothèse pour séduire, par exemple? Je sais pas, vous avez un peu de temps après? Alors, depuis quelques années, la science et la médecine ont fait des avancées spectaculaires. On peut même dire que la science-fiction rejoint parfois la réalité, comme on va le voir dans cette enquête de la rédaction. L'homme bionique, un fantasme pour amateurs de science-fiction? Plus vraiment. Depuis quelques années, la robotique est de plus en plus au service de l'homme et du handicap. Exosquelette, main bionique, prothèse ou impression en 3D, l'homme de demain est en marche. En août 2015, Maxence, un petit garçon de 6 ans, est devenu le premier Français à bénéficier d'une prothèse de main imprimée en 3D. Grâce à cette innovation, il peut attraper une balle ou encore tenir le guidon d'une trottinette alors qu'il est né sans main droite. Mais certaines avancées techniques vont bien au-delà de la prothèse en plastique de Maxence. En 2014, Fabrice, que nous recevons sur le plateau aujourd'hui, est devenu le premier Français équipé d'une main bionique. Seules 1500 personnes dans le monde vivent avec cette prothèse high-tech qui coûte tout de même encore 30 000 €. En fait, il y a donc des capteurs qui sont placés et qui comprennent un peu l'impact neuromusculaire de la face interne et de la face externe de l'avant-bras. Et ça va faire... Donc, tu peux prendre des toutes petites choses ou des choses très très fines, même fragiles. Ouais. Ne serait-ce que pour casser des œufs, c'est devenu beaucoup plus simple. Ce qu'il y a de compliqué avant d'être pratique, c'est qu'il a fallu que je me réadapte aussi à être quelqu'un avec deux mains. Victime d'une violente attaque de requin en 2011, Eric a quant à lui perdu sa jambe. Mais grâce à son genou prothétique, il peut aujourd'hui se remettre au sport de glisse.
Ski, snowboard et même skateboard, il peut pratiquer les mêmes sports que n'importe qui. Désormais, même les personnes paraplégiques peuvent reprendre espoir. Les scientifiques ont mis au point un appareil de haute technologie qu'on appelle exosquelette. Grâce à lui, des personnes en fauteuil roulant peuvent envisager de remarcher un jour. Le mariage médecine-robotique a de beaux jours devant lui. L'homme bionique n'a donc jamais semblé aussi proche. Évidemment, tout ça a un coût. Ce genre de prothèse exo, comment elle s'appelle, la prothèse destinée à faire marcher des personnes handicapées. Des exosquelettes. Oui, j'imagine que ça doit être... Il faut bien comprendre qu'on parle d'électronique. Donc en électronique, c'est comme pour les téléphones portables, c'est comme pour nos ordinateurs, les coûts baissent sans arrêt. Donc les technologies dont on parle, elles sont chères, mais elles vont finir par baisser, différemment selon le type de prothèse, et il est probable que ce soit demain accessible au plus grand nombre quand on aura des plus grosses séries. Donc moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait qu'on pourra donner ces innovations à tout le monde. Et dans d'autres secteurs, si l'on sort de l'électronique, mais qu'on rentre par exemple dans la génétique, les coûts s'effondrent. Si vous prenez le coût du séquençage de nos chromosomes, de l'ADN, il a été divisé par 3 millions en 10 ans. C'est quelque chose qui va être accessible à tous les malades dans les années qui viennent. Donc le progrès va sans doute s'accompagner d'une baisse des coûts et cela pourra être démocratisé, ce qui est très heureux. Je m'interroge du coup sur l'idée de l'obsolescence programmée en fait, parce que forcément, et moi c'est la seule petite inquiétude que je pourrais avoir maintenant, effectivement aujourd'hui vous êtes l'homme du futur, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Fabrice dans 10 ans devienne l'homme du passé en fait? Et est-ce que si Fabrice, si vous êtes dans un... Je termine juste ma question, moi c'est ça mon inquiétude, après je trouve ça génial, hein, j'avoue, bref. Est-ce que si Fabrice va dans 10 ans dans un, je sais pas, un service après-vente, on va dire, parce que la main est tombée en panne, l'électronique ça tombe en panne, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on lui dise, bah non monsieur, vous avez le modèle de 2015, on ne fait plus, mais l'avantage c'est qu'il peut en changer. Il peut en changer. Il est évident que dans 10 ans, il n'aura pas la même main. Voilà. Il aura une main beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissante dans 10 ans. Il est aussi probable que la prothèse rétinienne que vous avez sera changée dans une dizaine d'années, parce que comme les prothèses vont être de plus en plus efficaces et vont permettre d'avoir une meilleure vision, on en changera comme on change aujourd'hui un téléphone portable. Alors, il y a une petite différence, c'est qu'il faut une opération dans le cas d'une prothèse rétinienne pour changer de prothèse, mais il ne faut pas penser qu'on va garder les mêmes prothèses tout le temps. On va en changer au fur et à mesure des progrès spectaculaires qu'il va y avoir sur le plan technologique. Oui. Notamment, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas Huchet qui a fait un peu parler de lui là, sur les derniers temps, parce qu'avec le Fab Lab de Nantes, en fait, ils sont en train de développer une prothèse de main faite par imprimante 3D pour faire des prothèses en fait, qui vont coûter 200, 300, 400 euros à la place de 30 000 euros. Voilà, vous nous direz tout à l'heure comment vous avez financé la vôtre, parce que ça ne doit pas être simple. On va revenir à l'histoire de Charlotte. Vous bénéficiez d'un suivi médical depuis l'adolescente, Charlotte. Et il y a peu de temps, vous avez reçu un coup de fil inattendu que vous a proposé le professeur qui vous a appelé. Donc. Oui, alors en début de cette année, en janvier-février, j'ai donc été appelée par les équipes du professeur Korobelnik au CHU de Bordeaux pour me proposer, pour me parler de cet implant rétinien et me proposer l'intervention. C'est le professeur que vous suivez habituellement ? Non, alors j'étais dans le passé suivie par le professeur Hamel, qui est professeur et généticien dans les maladies sensorielles en fait au CHU de Montpellier. Ouais. Et c'est lui qui a transmis mon dossier au CHU de Bordeaux. D'accord. Parce qu'il n'y a que 3 hôpitaux en France qui opèrent. Est-ce que vous avez sauté de joie quand on vous a proposé cette opération? Vous avez accepté? Non, non, j'ai décliné l'offre. Pourquoi? Non, je vis pleinement ma vie avec ma cécité, que je ne considère absolument pas comme un handicap. Je suis très active, j'ai 3 enfants, j'ai tout un tas de trucs à faire. Et je m'étais jamais une seule fois, depuis toutes ces années, dit que si on me proposait d'y revoir, ça m'intéresserait. Et pourquoi ça ne vous intéresserait pas? Parce que donc vous avez, si j'ai bien compris, un mari et 3 enfants. Juste, vous l'avez rencontré comment, votre mari? Alors, on s'est rencontrés il travaille chez Tissé Mobibus à Toulouse.
Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est des services de transport pour personnes à mobilité réduite. D'accord, donc c'est là que vous vous êtes rencontrés. Voilà. Et donc, dans la mesure où vous avez un mari et 3 enfants, vous pourriez aussi avoir envie de mieux voir. D'y voir carrément, de les voir. Parce qu'en fait, vous n'avez jamais vu vos enfants, si je comprends bien. Non, et ni mon ami. Non, parce que je vis... les relations que j'ai avec mes enfants, c'est au-delà de la vision. C'est que des fois, quand ils me parlent, ils sont là, maman, et puis je me dis, mais c'est infernal, ils me touchent tout le temps, mais depuis qu'ils sont bébés, je les touche, je les caresse, je les connais par cœur, et j'ai pas besoin de les voir. Alors Thomas, votre conjoint, n'a pas pu être près de vous aujourd'hui, mais il a accepté de répondre à nos questions. On va l'écouter. Oh putain. En fait, on s'est rencontrés, c'était fin des années 2009. Moi, je travaille toujours dans une entreprise de transport pour personnes à mobilité réduite. Et c'était presque une de mes premières clientes. Elle est avec Laurencie et Samy, qui étaient très petits. Je l'ai accompagnée faire les courses et à ce moment-là, on a entrepris une très très bonne conversation. Je l'ai accompagnée chez elle, on a échangé nos numéros et à partir de là, l'aventure a commencé. Est-ce que son handicap a été un frein pour votre relation? Non, aucun. Aucun. J'essaye de regarder au-delà de l'handicap. J'ai dû m'adapter à beaucoup de choses, à ne pas changer les habitudes de Charlotte, ne pas lui bouleverser un peu sa vie. Si je change quelque chose de place, il faut tout le temps lui dire à quelle place je l'ai mis. Quand vous avez su qu'elle pouvait être opérée, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quelque chose de grandiose. Le plus important, c'est si elle arriverait à voir le visage de ses enfants. Ça serait pour moi le plus beau, quoi. Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? Continue comme ça, continue à lutter. Va au bout de tes rêves, va au bout de... Parce que tu sais que tu as toujours des rêves encore, tu en as un, qui est faire les Jeux Olympiques, un e-sport. Va au bout de tes rêves et fais-le et je serai à tes côtés. Alors, il vous aime, hein. Ça c'est clair, hein. C'est clair. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Qu'est-ce qui vous émeut? Je m'attendais pas à l'entendre, voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé alors finalement à accepter cette opération puisque vous ne vouliez pas? Ma mère, déjà. Ouais. Mes amis, mon entourage qui m'a toujours dit écoute, fais-le, t'as rien à perdre. Voilà, si ça rate, tu verras pas moins. Et si ça rate pas, tu pourras y voir un peu plus. Oui, effectivement. Vu ça s'appelle un argument de Normand. Voilà. Samuel, est-ce que vous êtes surpris par le fait que Charlotte ait d'abord refusé cette opération? Non, c'est pas du tout surprenant et pour 2 raisons très simples. La première, c'est qu'on voit que effectivement Charlotte est devenue une personne complète avec son handicap et ça a aussi des bénéfices secondaires. Donc là, il va y avoir un nouveau deuil à faire, qui est le deuil de cette personne, avec tous les avantages que ça a aussi dans la vie de tous les jours. Et puis il y a une autre raison qui me paraît importante, c'est que il y a eu d'abord un premier deuil par rapport à ce handicap. Qui a permis d'arriver à cette phase d'acceptation et de renaissance. Et là, c'est comme si on vous proposait en fait de revenir en arrière dans le deuil. Il y a une étape dans le deuil qui est par laquelle on passe fréquemment, qui est celle de marchandage, c'est-à-dire le « et si ». Et si cette personne qui est morte, et si j'avais pu lui dire ça, et si elle était devant moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire, etc. Là, c'est comme si on proposait à Charlotte et si tu pouvais voir tes enfants, et si je pouvais les voir, voilà. Donc c'est comme si on lui proposait de revenir en arrière dans le processus de deuil, et donc c'est une véritable menace, parce que si ça fonctionne pas, si réellement la promesse n'est pas respectée, elle risque de s'effondrer, voilà, simplement. C'est une menace qui est... je ne sais pas ce que vous en pensez, Charlotte.
C'est vrai qu'on me dit, oui, on me dit souvent, ah c'est super, tu vas pouvoir voir tes enfants, qu'est-ce que tu vas pouvoir voir? Et je reviens, vraiment je suis d'accord sur ce que vous dites. Je me suis toujours interdit d'imaginer ou de fantasmer sur ce que je vais pouvoir voir à l'issue de cette rééducation. Parce que si j'espère voir le visage de mes enfants, et voir un visage, je sais que je pourrais pas parce que les traits d'un visage c'est beaucoup trop fin pour que je puisse revoir ça. Mais si je devais pas en arriver à là, effectivement, je m'effondrerais. Donc chaque jour, je vis tout comme une surprise en me disant ah bah tiens aujourd'hui je vois ça, c'est super. Voilà. C'est une manière de se protéger quoi. Tout à fait, oui. Alors, vous avez fini par franchir le pas et l'opération a eu lieu il y a un peu moins de 3 semaines. On découvre en images ce qu'elle va changer dans votre quotidien et puis on poursuivra la discussion après. À Fonsorbe, en Haute-Garonne, il est 10h du matin. Les enfants, vous venez déjeuner? Vous voulez déjeuner quoi, les loulous? Céréales? Charlotte est mère de 3 jeunes enfants. Laurencie, 8 ans, Samy, 5 ans et la petite dernière Rachel, qui a 3 ans. Une cuillère peut-être? Très tôt, ils ont dû apprendre à vivre avec le handicap de leur maman. Samy, tu y arrives? La deuxième. Moi, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je mets la table et je range ma chambre. J'aide ma maman parce qu'elle est aveugle. C'est pas très facile pour elle. C'est vrai que d'elle-même, elle vient, elle me demande si j'ai besoin d'aide, si on prépare la salade, elle prépare la sauce à salade. En général, on essaye même tous de mettre la main à la pâte, même Samy et Rachel se joignent à nous, c'est un moment de partage. Allez, vous allez aider vite fait Thomas à ranger les chaussettes et après vous allez finir de ranger vos chambres, les loulous. J'arrive. Thomas, son compagnon, est mis lui aussi à contribution. Oui, mais il faut trouver les paires. Faut pas que vous allez à l'école avec une chaussette de chaque couleur. Allez, on les met là de côté. Donc j'essaye de leur dire voilà, qu'ils aident maman à la maison. Parce que voilà, c'est entre guillemets c'est eux ses yeux. Surtout quand je suis pas là. Je veux qu'ils prennent surtout conscience de son handicap et de la difficulté que ça a pour maman. Et comme ça. Yeah. Comme ça. Charlotte n'a jamais voulu que sa cécité soit un frein à sa vie. Ça va? Ça va et toi? Depuis qu'elle est petite, elle pratique l'équitation et elle ne perd jamais une occasion de monter à cheval. C'était important de pas lâcher ma passion. Quand on a ça en soi, on ne peut pas lutter contre, quelque part. À cheval, il y a plus de handicap. Allez, les sensations, elles sont tout à fait différentes. Oui, je pense quand on n'y voit pas, on ressent les choses différemment. On doit faire confiance en son cheval. Charlotte gère parfaitement sa vie de mère et de femme non-voyante. Mais depuis qu'on lui a implanté un œil bionique il y a quelques semaines, elle a l'espoir de pouvoir un jour retrouver la vue grâce à ses lunettes révolutionnaires. Là, t'as La caméra, elle est là au milieu. Voilà, là, t'as la caméra. Ouais. Donc quand c'est branché, ça filme, ça renvoie les images là via ce câble au boîtier. Ça envoie des ondes qui stimulent l'implant que j'ai sur la rétine. Et dès que je vais mettre les lunettes, ça va avoir la connexion avec mon implant et ça va arrêter de sonner. Ah ben, ça va bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois plus clair, tu vois... Là, oui. Là, je vois un... je sais pas trop, il doit y avoir la porte-fenêtre devant. Là, je vois un faisceau, comme un grand rectangle. Je peux essayer de le dessiner comme ça, très, très lumineux. Parce qu'après, si je vais par là, oui, ça redevient beaucoup plus sombre. Ah, et là, ça serait éclairci. Parce que tu me vois. J'ai une source. Ces lunettes sont incroyables, oui. Parce que je pense qu'il y a peut-être 15-20 ans, ça aurait relevé de la science-fiction. Imaginez redonner la vue, entre guillemets, à des non-voyants via des lunettes. J'espère pouvoir revoir des petites choses un jour, oui.
De quelle couleur sont mes yeux? Je sais qu'ils sont marrons. Et mes cheveux? Je sais qu'ils sont châtains. Tu vois ma silhouette? Non, je la vois pas. Mais je te connais par cœur quand même. Comment ça se passe? Il y a donc une amélioration possible? C'est quoi? C'est s'habituer à sa prothèse? Alors d'abord, quel est le processus? On va apprendre à régler au mieux la prothèse, de manière à ce qu'elle puisse mieux interpréter les images. Et puis, son cerveau, progressivement, va apprendre à interpréter les images qui sont nouvelles et qui proviennent des impulsions électroniques qui sont données sur les parties de la rétine qui n'ont pas été détruites par la rétinite pigmentaire, c'est-à-dire sur les couches profondes. Ce sont ces couches-là que l'on excite avec des circuits intégrés. Et le cerveau doit apprendre à réinterpréter ces informations. Alors, donc, ça va s'améliorer progressivement grâce au réglage et grâce à l'apprentissage. Et puis, il y aura d'autres générations de prothèses, d'yeux bioniques dans les années qui viennent. Et elle pourra tout à fait en bénéficier dans quelques années quand la technologie aura augmenté. Donc, moi, je suis optimiste. Je pense qu'elle va, dans un premier temps, voir des ombres et apprendre à s'orienter, mais elle ne verra pas encore le détail de ses enfants et du visage de ses enfants avec cette prothèse-là. Mais dans quelques années, elle pourra bénéficier d'autres progrès technologiques et je pense qu'un jour, elle verra ses enfants. Mais ce ne sera pas demain matin, il va falloir attendre quelques années. Sauf que la maladie est dégénérative. Oui. Donc ça veut dire que les couches profondes de la rétine seront peut-être plus atteintes dans quelques années? Pour l'instant, on est sur... elles sont conservées, c'est d'ailleurs pour ça que la prothèse marche. Et derrière l'électronique, en matière d'yeux, il y a aussi les cellules souches qui vont permettre de faire des choses dans 10-15 ans, entre 2025 et 2030. Aussi certaines thérapeutiques génétiques, alors de préférence chez les gens qui ont une maladie moins touchée que celle que vous avez. Mais donc, il y a d'autres progrès technologiques, il n'y a pas que l'électronique. Mais l'électronique elle-même va faire des progrès très importants. Et l'électronique du boîtier, indépendamment de la prothèse qui lui a été mise sur l'œil, vont aussi faire des progrès. Demain, le boîtier va mieux interpréter les images prises par les caméras et va renvoyer des messages qui vont être mieux interprétés par le cerveau. Donc, on a toute une chaîne d'électronique qui va s'améliorer, même en gardant la même prothèse. Dans les années qui viennent, ce sera progressif. Elle n'aura pas une vision parfaite, elle n'aura pas des améliorations spectaculaires demain, mais on peut vraiment espérer une succession d'améliorations grâce à l'électronique, mais aussi grâce à des thérapeutiques biologiques dans les 20 années qui viennent. Et comme vous êtes très jeune, de récupérer une vision meilleure que celle que vous avez aujourd'hui, quand vous aurez 40 ans, quand vous avez 50 ans, c'est important. Il va falloir être patient et il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Il ne faut pas penser qu'avec ce type de technologie, ils vont dans quelques mois reconnaître le visage de leurs enfants, ce serait donner de faux espoirs. Juste préciser quand même qu'on en parle à l'occasion du Téléthon parce qu'il y a des essais de thérapie génique quand même sur votre maladie qui donnent des résultats assez intéressants grâce à votre générosité. Donc je vous préfère le préciser. Émilie, vous avez subi 2 opérations en décembre 2012 pour diminuer les symptômes de la maladie Gilles de la Tourette. Est-ce que vous avez tout de suite senti une amélioration et une différence? Oui. Tout de suite, j'ai eu beaucoup moins de tics. Et c'est là qu'on a vu que ça fonctionnait bien, quoi. Donc vous avez débuté une nouvelle vie? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là que vous ne faisiez pas auparavant, par exemple? Pas grand-chose, parce que même avec mes tics, je faisais tout, parce que faut quand même vivre et je ne voulais pas m'interdire de faire ça ou ça, donc je faisais tout, mais là je le fais plus discrètement. Est-ce que vous êtes habitué au boîtier qui est logé dans votre poitrine? Oui. Pas de douleur, je le sens, enfin quand je touche, on ne sent pas. Il n'y a pas eu de problème de rejet? Non. Parce que ça peut arriver quand on met un boîtier Oh non, ce sont des matériaux amorphes. Il peut y avoir des infections de temps en temps. Ça peut irriter un peu la peau, mais un rejet, ce n'est pas un corps biologique. Ce n'est pas comme une greffe rénale. Il n'y a pas de rejet. Des irritations, oui, une intolérance aux matériaux, mais on a des solutions pour remédier à ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là.
Donc là encore, il suffira de changer la pile, enfin de la recharger. Alors maintenant, on ne la change pas, hein, on la recharge à distance. Hein, donc ça, c'est un immense progrès grâce au nouveau modèle que vous avez. Et on va, dans les années qui viennent, là encore, améliorer la précision de la pose des électrodes, avec peut-être plus d'électrodes de plus petite taille sur différentes parties des noyaux, parce qu'on fait d'énormes progrès à l'heure actuelle en neurochirurgie. Il est probable que dans les 10 années qui viennent, son état sera amélioré grâce à de nouvelles technologies. Les projets pour l'avenir, Charlotte, on vous entendait parler de Jeux paralympiques, j'ai bien entendu ? Oui. Dans quelle discipline? C'est un rêve. En équitation. En équitation. Ah oui, ouais. En dressage? Oui, en dressage. Oui, parce qu'à l'obstacle, c'est pas une discipline olympique en handisport, mais en dressage. Ouais. Et vous, Émilie, les projets, grâce à ces nouvelles technologies et à cette vie, à cette nouvelle vie, ça vous offre de nouvelles perspectives? Perspective, non, parce que je m'interdisais rien, mais ça va pouvoir m'aider parce que mes enfants peuvent l'avoir. Et du coup, je saurai comment mieux l'aborder. Fabrice, on parlait du prix de ces technologies. Vous disiez tout à l'heure 30 000 € pour une prothèse de cet ordre-là. Oui. J'imagine que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale? Alors très peu, en fait, que la partie avant-bras. On va dire la confection en centre orthopédique, sans parler du reste des réglages et tout ça, donc ça non. Et oui, 30 000 € parce qu'il faut des protocoles d'acceptation de la part de la Sécu. Alors maintenant, avec iLimb, il y a justement 400 dossiers qui sont en cours de route. C'est à peu près cette prothèse-là, mais axée sur d'autres particularités de fonctionnement. Mais il aura fallu du temps, en fait, pour ça. C'est un problème qui concerne 200 personnes par an. Donc c'est pas beaucoup, c'est un peu plus que certaines personnes, peut-être moi. Mais comme le coût matériel de ces soins est très élevé, forcément, enfin de ces soins, de cette technologie. Comment vous y êtes pris alors, vous, pour financer votre prothèse? En fait, quand je suis revenu du premier essai en Angleterre et que j'ai vu la douloureuse, j'ai fait oula. Et comme je fais un métier un peu sensible pour les banquiers. Qu'est-ce que vous faites? Je suis photographe et donc généralement quand on voit un artisan ou un artiste arriver chez la banque en disant bonjour, j'ai besoin de 30 000 € et que forcément ça colle pas, mais ce que je comprends très bien, donc j'ai fait un crowdfunding et donc où j'ai proposé différents paliers. Alors expliquez-nous ce que c'est. Le crowdfunding, le fonds participatif, en fait, on présente son projet, qui peut être un projet artistique, qui peut être un projet plus humain, un projet sur le développement durable, etc. Et en fait, moi, je suis tombé sur des gens exceptionnels du côté de Lille, qui ont un site qui s'appelle CoFunding, qui sont spécialisés dans le handicap, le développement durable, la solidarité, les projets scolaires. Et j'aurais parlé de mon projet en disant, voilà, j'ai besoin de 30 000 € pour pouvoir financer cette main. Et donc, on a commencé à voir par rapport à mon métier, par rapport à ce qu'on pouvait faire comme type de soutien. Le fonds participatif, on donne des sous, en fait. Alors, on peut les donner sans contrepartie, ou alors avec contrepartie, avec différents paliers. Donc, il y avait, par exemple, pour 5 €, je serrais la main de la personne. Pour 10 €, il y avait une photo-portrait. Pour 50 €, je faisais un portrait de la personne, etc., etc., etc. Et en fait, ça a très, très bien marché. Il y a des dons qui sont arrivés de partout, de toute la France, de l'étranger, etc. Et ce qui fait que le financement a été conclu quasiment sur les 2/3 du parcours du fonds participatif, ce qui est plutôt bien. Et en fait, psychologiquement, par contre, c'est un truc assez drôle. C'est que j'ai rêvé la semaine avant que la prothèse arrive qu'il m'avait envoyé une main gauche. Et je me suis réveillé dans un état d'angoisse. Mais alors, j'ai aussi fait un rêve où il était démonté en pièces détachées. J'avais une sorte de GI qui avait un chronomètre en train de me dire voilà un tournevis et maintenant tu vas tout remonter rapidement. Enfin bon, c'est des choses normales. Après, c'est pas psychologiquement, quand j'ai eu la prothèse, que j'ai eu des soucis. C'est le psychologique, ça a été de recomprendre comment fonctionner avec deux mains. Et donc de ne pas tout le temps utiliser la main droite ou tout le temps la main gauche, mais de trouver la véritable fusion. Et finalement, de me poser une question toute bête, c'était main gauche, main droite, tous les deux. Et que ça devienne un automatisme, en fait. Après, j'ai une phrase que mes parents me disaient toujours, c'est que le passé, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est l'avenir et ce que l'on en fait avec ce que l'on a. Et donc, c'est se rester ancré dans quelque chose qui va être désagréable.
Au bout d'un moment, d'abord, ça pourrit la vie. Enfin, on n'avance pas. Et puis moi, j'ai plein de projets dans la vie. Et donc, je vais faire mes plein de projets dans la vie jusqu'au maximum de ce que je peux faire dans mes plein de projets dans la vie. C'est le plus important. Alors, parmi vos plein de projets, il y a Fabrice, votre fils, j'imagine. Gabriel, pardon. Fabrice, c'est vous, Gabriel, que je vais accueillir. Il va nous rejoindre. Champion. Gabriel. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oh bon, alors d'accord. Des réactions à ce témoignage de votre père. Comment tu vis cette nouvelle main, toi? Mes 2 premières réactions, ça a été d'être content pour lui, en même temps de trouver ça plutôt cool. Et j'ai vu défiler les moments avec le crowdfunding. Le départ était le moment où il m'a montré la vidéo de la personne qui faisait ses lacets. Ouais. Tu sens que ça a changé des choses dans sa vie, dans son quotidien, dans sa manière de voir la vie? C'est un plus. Dans son quotidien, oui. Ouais, c'est un plus. C'est le fait de pouvoir faire, de tenir quelque chose, d'ouvrir une porte, de faire 2 choses en même temps. Il y a des choses que vous faites ensemble que vous ne faisiez pas? Jouer à la console? Oui, ça, des fois, on le fait. Ça nous arrive. Ouais. Vous faites du sport ensemble? Non. Fabrice, vous faites du sport? Non, je ne suis pas très sportif. Moi, bon, d'accord. Si on en fait un peu, mais si on fait par exemple un peu de ping-pong, ce genre de choses. Mais quand vous jouez au ping-pong, vous jouez avec quelle main? Avec la main gauche, là, sur le coup. Je ne vais pas revenir avec 25 ans en arrière à me dire, tiens, on va tout reprendre parce que j'ai une sorte de revers lifté qu'il n'arrive toujours pas à récupérer pour le moment. Donc, autant garder cet avantage. Très bien. Je vais vous remercier d'être venu nous voir et d'être venu nous faire partager toutes ces expériences. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, à vous faire part de vos projets. Un petit mot pour terminer sur une touche positive. Juste ce que je trouve assez génial, c'est que jusqu'à présent, enfin c'est l'impression que j'avais, on regardait les handicapés avec parfois de la pitié, de la compassion, parfois de l'admiration pour leur courage. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'avec ces nouvelles technologies, il va y avoir de la jalousie. On va envier des personnes handicapées. Voilà. Mais ça commence, hein. Oui. Bonne réflexion. Très bien. J'espère que vous viendrez nous donner de vos nouvelles et qu'on vous retrouvera bientôt sur les fauteuils de l'Histoire continue. Merci d'être venu nous voir. Cher professeur Samuel, à bientôt. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin. Pour l'heure, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci. J'adorais ça, hein, c'est la main des pieds avec des prothèses. Je m'appelle Magali, j'ai 26 ans, je suis bipolaire. En ce moment, je suis dans une phase up. Lors d'un prochain numéro de Toute une histoire... On se pose pas la question, est-ce que je suis moi-même? On passe d'un scénario à un autre. Dans ces moments-là, tout est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Vous allez faire la connaissance d'Agathe et de ses proches. C'est un sentiment de grande tristesse. Je ne comprenais pas. En face de soi, il y a quelqu'un qu'on ne connaît plus, qui est complètement illogique. Et moi, j'ai pensé que c'était foutu, quoi, que son cerveau était vraiment cramé. J'ai vécu un peu sa mort, en fait, à ce moment-là. Son parcours, elle veut le partager sur notre plateau. C'est une maladie chronique, donc c'est un traitement à vie, donc ça, il faut l'accepter. Plus on pose le diagnostic tôt, mieux on est traité, plus on a le temps de faire face aussi à ce problème-là. La perception que l'on a de soi et du monde, elle est modifiée. La maladie est dangereuse pour nous-mêmes et elle n'est pas dangereuse pour autrui. Notamment pour donner des conseils à Magali qui vient à peine d'être diagnostiquée. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à Agathe. Beaucoup. Quand je vois le discours qu'elle peut avoir, oui, ça donne envie. Je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer avec quelqu'un qui peut changer d'humeur facilement? C'est pas facile tous les jours, mais je l'aime comme ça.